Merci, Monsieur le Président, Monsieur Zaïdouni, de votre présence devant notre commission d'enquête sur le suivi des filières djihadistes. Votre présence est importante pour nous, d'abord en votre qualité de président du Conseil régional du culte musulman de Bretagne, donc vous pourrez nous faire part de votre regard dans le cadre de ces responsabilités sur ces phénomènes de radicalisation et ce que peut faire aujourd'hui une organisation avec ses forces et ses faiblesses telles que le CFCM. On a auditionné tout à l'heure M. Boubaker et par rapport à ces phénomènes, et puis naturellement votre fonction également d'aumônier de la prison de Rennes est pour nous importante, puisqu'on a dans le cadre de nos travaux un regard et un objectif important porté sur les questions de radicalisation en prison et naturellement sur les solutions pour les prévenir. Avant de vous proposer de procéder à une intervention liminaire que je vous demande relativement brève, tout en nous excusant pour l'important retard que nous avons accumulé depuis ce matin. Je sais qu'en plus vous étiez en avance. Donc je vais vous demander de prêter serment conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58 qui régit le fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires. Donc je vous demande de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, à cet effet de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je vous remercie et je vous donne tout de suite la parole. D'accord. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie infiniment de m'accorder un petit moment de m'exprimer devant les instances de la République. Donc, entre autres, je suis aussi le secrétaire général du Rassemblement des musulmans de France, qui est une composante dans le Conseil français du culte musulman chargé de la formation des imams. Notre pays a été frappé le 7, 8 et 9 janvier par une série d'actes terroristes odieux visant la liberté dans toute sa globalité et prenant une religion et sa communauté en otage d'une idéologie de violence. Je salue le sursaut républicain du 11 janvier, cette marche de la liberté et de la fraternité, dans laquelle nos concitoyens ont exprimé leur refus de céder à l'amalgame, à la stigmatisation. Les terroristes ont cherché à diviser la communauté nationale et désoler bien sûr la communauté musulmane de ce pays. Certes, aujourd'hui, notre pays vit un climat de suspicion et d'inquiétude nourri par une recrudescence d'actes antisémites et islamophobes. Et justement, c'était le but recherché par les terroristes, aspirant à la déstabilisation de vivre ensemble et monter les citoyens les uns contre les autres. La communauté nationale, et particulièrement sa composante musulmane, a montré lors de la marche républicaine son attachement indéfectible aux valeurs de la République. Toutes les instances politiques, religieuses et civiles ont répondu favorablement au message de la solidarité du 11 janvier contre l'atteinte à la liberté et à la dignité. À cette occasion, le président de la République a joué un rôle important à l'échelle internationale et pris des décisions louables pour préserver la cohésion nationale. Le Premier ministre et son gouvernement ont annoncé aussi un certain nombre de décisions pour combattre le fléau de la radicalisation au sein de notre société en renforçant l'instance représentative de l'islam de France, qui est le Conseil français du culte musulman. Bien sûr, en annonçant un certain nombre de dispositifs dans le projet de la dotation de l'aumônerie musulmane pénitentiaire d'un projet de recrutement d'une 60aine de postes, la formation des cadres religieux, bien sûr, et je me réjouis à cette prise de conscience des pouvoirs publics, à leur volonté d'aider l'islam de France à mieux se structurer. Je salue également et vivement la volonté du gouvernement de le doter de moyens pour remplir pleinement son rôle en matière de formation des imams de France, les aumôniers et faire face aux attentes de nos concitoyens. Le Conseil régional du culte musulman de Bretagne, en collaboration avec le Rassemblement des musulmans de France et le Conseil français du culte musulman, ont mené depuis 2008 une réflexion intéressante pour préserver notre jeunesse
de la dérive de la radicalisation et permettre aux jeunes musulmans et la communauté en général de vivre son culte dans l'apaisement et dans le respect des valeurs et des lois de la République. Il est nécessaire que face à ce fléau qui frappe notre société, de réagir autrement. Et au lieu de se contenter de pondre des formules préventives, voire agressives, sécuritaires, sans pérennité de résultats, il est indispensable d'établir une politique curative efficace, associant tous les acteurs, les pouvoirs publics, les ministères compétents, l'administration pénitentiaire et le Conseil français des cultes musulmans pour répondre globalement aux attentes. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il n'existe pas de solution miracle, mais pour mieux cerner la problématique et trouver le bon traitement à cette maladie qui frappe nos jeunes, il est important de comprendre les différents processus de la radicalisation. Je vais essayer d'être bref. Le premier, c'est d'abord l'aspect sociologique. Vouloir comprendre les raisons de l'engagement violent à travers les lectures déterministes lourdes qui insisteraient sur des variables sociologiques propres aux candidats à l'engagement ne nous paraît pas guère satisfaisant. En effet, Olivier Roy souligne, un spécialiste en islam, souligne ainsi que pour son étude des djihadistes en Europe, qu'aucune variable socio-économique lourde ne peut expliquer à elle seule la radicalisation ou même apparaître comme centrale dans le processus d'engagement. Pour autant, quelques variables courantes sont souvent évoquées, comme le niveau d'éducation, le niveau de chômage, l'insertion professionnelle, qui alimentent, selon certains auteurs, une frustration propice à l'engagement armé. La marginalisation économique d'un groupe social, religieux, ethnique, favorisera évidemment l'action collective protestataire violente. Il paraît exagéré d'établir un lien direct entre le chômage et la violence. Certains chercheurs le font, mais en introduisant une dimension psychologique importante qui resserre la focale. Parmi les facteurs évoqués, il y a le genre, il y a le niveau d'instruction, l'insertion économique, peuvent avoir de l'importance pour comprendre les logiques de l'engagement et de passage à l'acte. La pauvreté, l'injustice sociale, la marginalisation en seront des éléments clés. Deuxième point, l'ignorance ou l'insuffisance de connaissance de la religion. Ce qui est constaté, que la plupart des individus qui tombent dans la radicalisation ne connaissent pas leur religion ou la connaissent peu ou mal, par manque d'outils linguistiques et théologiques. L'ignorance est un terreau fertile pour la culture du fanatisme, à la prédisposition à l'endoctrinement et à la radicalisation. Tous ceux qui ont commis des actes terroristes n'ont pas eu une éducation spirituelle suffisante et enracinée. Ils ont pour la plupart sombré dans la délinquance, dans le banditisme, la prison, l'échec social, l'échec scolaire et d'autres. Ils recherchent enfin une sorte de reconnaissance en rattachant leurs actes à une religion ou un slogan dont ils n'en connaissent même pas le fond. Troisième point, toujours les processus, les mécanismes cognitifs de la radicalisation. Ce dernier exemple témoigne de l'importance de la question, des représentations et des cadres de lecture qui sont projetés par les militants sur leur expérience vécue. La radicalisation violente relève d'un mécanisme d'interprétation de son environnement qui justifie et encourage le recours à la violence. On distinguera plusieurs mécanismes à l'origine de la production d'un cadre cognitif belliqueux, la socialisation des acteurs ou l'existence des mécanismes d'encouragement culturel à l'action violente, à la résonance cognitive. Et bien entendu, la radicalisation ne date pas d'aujourd'hui. Et je pense que la ghettoisation de la communauté musulmane issue de l'immigration est un échec de notre politique d'intégration qu'il faut bien sûr revoir. La stigmatisation, le racisme, l'exclusion, l'injustice, le délit, le faciès ont pesé lourd pour favoriser la radicalisation chez nos jeunes, sans oublier pour autant l'efficacité et l'avance des groupes de recrutement au djihad en matière de la communication, usant de tous les réseaux sociaux pour banaliser la guerre, la violence.
le manque de moyens pour l'aumônerie dans les prisons, l'imama dans les mosquées, ont permis aujourd'hui à des imams autoproclamés de s'accaparer des lieux de culte pour prôner un discours haineux qui conforte la réalité que vit la communauté musulmane, stigmatisant à force d'user de la radicalisation pour des fins politiciennes, pour taper toujours sur les mêmes, on obtient l'effet inverse. Les campagnes médiatiques contre les musulmans et l'islam dans notre pays ont également favorisé cette radicalisation chez certains jeunes. Il existe plusieurs aspects autres, comme la radicalisation en dehors du circuit communautaire. Il se fait en dehors des mosquées, en dehors des associations culturelles et cultuelles, en dehors des prisons. Il y a la radicalisation en solitaire, ou ce qu'on appelle aussi l'autoradicalisation, sans lien avec un groupe. Il y a la radicalisation en groupe, dans les quartiers, en contact avec les autoproclamés caïds, qui jouent les recruteurs, qui séduisent les jeunes ignorants par leur discours haineux, profitant de la pauvreté, de la misère, de la fragilité, de l'échec social, scolaire, familial. Il y a aussi la radicalisation par les réseaux sociaux. Et ça, c'est les sites djihadistes en matière de communication. Deuxième grand point, c'est la population frappée par la radicalisation. Ce qu'on a constaté, d'abord, parmi ceux qui sont frappés, d'abord les nouveaux arrivants à l'islam, ce que j'appelle aussi fraîchement convertis. Parce que par absence, profitant de l'absence au manque de connaissances théologiques, complexe de changer de monde, d'identité, avec beaucoup d'émotions, on est malheureusement dans le sentimental et que ces jeunes, malheureusement, tombent comme un pas dans les filets de la radicalisation. Deuxième point, les nouveaux revenants à la religion, recherche de ses origines, de ses racines, vouloir nier le passé, tailler un nouveau statut, un nouveau aspect, une nouvelle vie, de nouveaux horizons, nouvelle réputation. Troisièmement, les anciens délinquants, ou bien ce qu'on appelle les repris de justice, éprouver un sentiment de culpabilité, volonté de se racheter, de se repentir, rechercher le moyen le plus rapide pour atteindre la récompense et le paradis. Quatrièmement, les jeunes en échec scolaire, social et professionnel, éprouver un sentiment de haine et de rejet de la société, volonté de vengeance et d'amertume, rébellion contre les parents et l'environnement, contre l'autorité, parents divorcés, aux familles recomposées, aux familles monoparentales, absence d'instruction dans la famille et de l'autorité parentale, absence de suivi, d'accompagnement. Troisième point, au grand point, moyen d'action. En entendant, c'est vrai que le Conseil régional du culte musulman, en collaboration avec le Rassemblement des musulmans de France, on a travaillé depuis 2008 sur la prévention contre la radicalisation et on a mis au cœur quelques points, quelques thèmes, quelques pistes dans notre projet. D'abord, œuvrer pour le développement, l'épanouissement des valeurs de l'islam, du juste milieu, en agissant pour la création des conditions d'un meilleur vivre ensemble entre les différentes composantes de la communauté nationale, à travers la communication, les colloques, les rencontres, les débats, rencontres interreligieuses, des séminaires, des imams, des aumôniers, avec d'autres cadres religieux d'autres religions. Faire émerger un islam modéré, tolérant, respectueux des lois de la République. Protéger les nouvelles générations des pensées et des idéaux radicaux et extrémistes par l'organisation de conférences hebdomadaires et surtout dans le week-end pour pouvoir cibler davantage, apprendre véritablement sa religion au sein de la mosquée, aider les jeunes à bien vivre leur culte dans la République, combattre les idées reçues, parce que la plupart des idées, c'est qu'on est dans un pays qui n'est pas musulman, et donc il faut immigrer pour pratiquer sa religion, ce qu'il faut. La radicalisation ne se gère pas, mais ça se combat par la lutte contre les échecs. Promouvoir la formation des imams, formation théologique et profane d'imams, parfaitement francophones, qui connaissent le contexte et l'histoire de la République. Formation des aumôniers, pénitenciers, hospitaliers, militaires et tous les cadres qui agissent au service de la citoyenneté. Leur assurer l'accès à l'instruction et leur garantir un statut clair qui leur permet d'agir efficacement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une carence
en nombre et une carence aussi par rapport au statut. Il n'y a pas de statut, la plupart sont bénévoles. Et le bénévolat ne peut pas être une solution pérenne pour vraiment fonder un travail efficace et sérieux. Reconnaître la qualité du travail en profondeur mené par nos imams et les aumôniers, malgré le manque de moyens. Vous savez, le statut d'imam aujourd'hui est précaire, parce qu'il est d'abord à la merci du président de l'association, déjà, et deuxièmement, il se bat tous les ans pour avoir une carte de séjour. Donc, avec ce sentiment de déstabilisation, il ne peut pas mener un travail de longue haleine et à long terme pour éradiquer et combattre le fléau. Se tenir l'instance du Conseil français des cultes musulmans et les conseils régionaux des cultes musulmans et les doter de plus grandes prérogatives pour gérer le culte en matière de la formation, assurer l'autofinancement du culte musulman. Bien sûr, on peut parler du halal, la gestion du pèlerinage, parce qu'on veut aujourd'hui que l'islam soit un islam de France. Il faut que les moyens soient aussi de France. Il ne faut pas que ce soit à l'extérieur. Et pour cela, il va falloir cette indépendance, on doit l'avoir par les moyens qui sont légaux et qui sont propres à la France, le halal et la gestion du pèlerinage, par exemple, et d'autres. Il y aura un certain nombre de pistes qu'on peut élaborer ensemble. Mettre en avant la connaissance de l'islam, deuxième religion de France. Je suis enseignant et j'ai remarqué que nos jeunes aujourd'hui, malgré leur bonne volonté, ils connaissent mal l'islam. Ils connaissent mal l'islam. Donc, le musulman de France aujourd'hui n'est pas que Mohamed Ibrahim, il y a aussi Claude et Alain et Catherine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, que cette religion qui est l'islam des Lumières, elle doit être connue et enseignée à nos jeunes à titre de formation et d'information. Surtout que la France a cette composante musulmane fait partie de cette communauté nationale. Donc mettre en avant la connaissance de l'islam, deuxième religion de France, au cœur de la formation de nos jeunes, ou surtout au moins l'information de nos jeunes. Un programme qui œuvre pour le respect, la tolérance et la connaissance de l'autre. Mettre la lumière sur la contribution des musulmans dans la République. On parle de l'islam des Lumières, la civilisation arabo-andalouse, les musulmans qui sont morts pour défendre la dignité et l'identité française, défendre la patrie, il ne faut pas qu'on les oublie. Rendre à la langue arabe son éclat au sein de la formation de nos jeunes pour les préserver contre l'intolérance et les rhétoriques radicales qui jouent sur l'identité. Vous savez bien que nos jeunes aujourd'hui, on leur parle de l'identité. On leur dit, voilà, vous êtes rejetés, on ne vous accepte pas parce que vous êtes arabe. On voit les postes aussi même pour l'enseignement de la langue arabe sont en diminution. Et tout ça joue sur, ne sont pas des vrais paramètres, mais malheureusement, ils peuvent avoir de l'influence sur un jeune qui est mal immunisé. Les méthodes de prévention et quelques remèdes. Je sais, je ne tiens pas le bâton de Moïse, mais j'essaie un petit peu de contribuer. D'abord, la formation des imams et des aumôniers, des éducateurs, pour promouvoir les valeurs du juste milieu de l'islam. Doter ces acteurs de l'argumentaire théologique nécessaire pour faire face à l'argumentaire des djihadistes qui dévoient les textes sacrés et les valeurs de l'islam. Responsabilité des fédérations et des institutions musulmanes. Deuxième point, formation des imams, des aumôniers, des éducateurs aux nouvelles technologies informatiques. Parce que nos imams, malheureusement, un certain nombre, ne maîtrisent pas tout ce qui est technologie d'information. Faire entrer ces acteurs de la transmission et de l'éducation dans l'ère numérique. Organiser des formations continues, accélérées sur ces matières, dans les mairies, ou bien par les centres de formation, ou bien dans les associations, ou bien par les mosquées. Aller à la rencontre des jeunes là où ils sont. Créer des espaces d'échange entre les imams, les aumôniers, les éducateurs et les autres acteurs d'autres cultes. Exposer ses propres difficultés ou problématiques pour trouver des réponses collégiales, capitaliser sur les expériences des uns et des autres. Aussi, il y a l'accompagnement par les mosquées et les associations. Par exemple, mise en place dans les mosquées et les associations de cellules d'écoute des jeunes et des chefs de famille. Écouter, comprendre, orienter ceux qui sont confrontés à ces tentations ou à ces problématiques. Démarche de prévention en complémentarité avec le numéro vert. Mise en place de véritables programmes éducatifs pluriannuels pour convertis et reconvertis. Définir un cycle de formation sur plusieurs niveaux
pour l'apprentissage de la langue arabe, pour un accès au Coran et aux textes de référence, éducation religieuse, aux vraies valeurs de l'islam, pour acquérir une immunité vis-à-vis des mauvaises interprétations. Favoriser la reconstitution de la famille étendue, grande source de soutien. Les membres de la famille étendue, tante, oncle, grand-père, grand-mère, prenez le temps d'écouter, de parler, de prendre les mesures, d'assurer tout simplement ce lien palliatif, jumelage entre les deux tiers de famille qui partagent la même compréhension et des enfants de même âge. Définir, promouvoir un discours alternatif sur Internet, diffuser par exemple des conférences, des vidéos pour promouvoir les valeurs de la tolérance, du bien vivre ensemble, les valeurs de l'islam, le respect des lois de la République, création et mise en ligne des sites alternatifs aux sites djihadistes. Voilà, sensibilisation des plus jeunes aux risques de rencontres sur Internet, donner aux jeunes un permis de navigation vis-à-vis des risques de radicalisation, pédophilie ou djihadistes ou d'autres. C'est le même combat. Et je termine par l'élaboration des modèles alternatifs, valoriser les success stories de jeunes de la diversité dans la société d'aujourd'hui, sortir de la fatalité de l'échec pour les jeunes de quartier, démontrer qu'on peut réussir dans tous les domaines, politiques, économiques, social, sportifs, artistiques, former des jeunes pour qu'ils puissent parler aux jeunes, permettre à des jeunes de s'adresser à des jeunes dans le langage et dans les termes qu'ils comprennent et qui apprécient les jeunes comme eux. Voilà. Je pense que j'ai d'autres points à élaborer, mais je pense que je préfère plutôt laisser le temps pour les échanges et peut-être au fur et à mesure, je peux répondre à vos attentes. Je vous en remercie, Madame Khirouni, pour une question, plusieurs au demeurant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, vous avez évoqué la nécessité de structurer et d'organiser la représentation des musulmans et de former les cadres religieux. Et effectivement, c'est une question qui revient régulièrement dans nos différentes auditions. Donc, c'est une question, je pense, importante et prioritaire. Alors, vous parlez d'islam de France, tolérant, modéré. Vous parlez de l'islam des Lumières. Est-ce que l'on peut parler d'un islam de France et quelle définition vous en donnez? Parce qu'on est confronté quand même à la difficulté liée aux différentes interprétations du Coran, au fait que, et je le dis régulièrement, qu'on n'a pas une communauté musulmane homogène et à l'intérieur on a des pratiques diverses, notamment dans ce que les uns et les autres peuvent considérer comme obligatoire, non obligatoire. Alors comment est-ce que on fixe ce cadre des pratiques? Et puis surtout, ce qui me paraît compliqué, mais vous allez peut-être nous éclairer, comment est-ce que cette représentation des musulmans, elle devient autorité? Comment est-ce qu'elle est reconnue comme une autorité? Parce que là aussi, vous savez que tout le monde n'est pas reconnu. Et notamment certains, tous les musulmans, ou en tout cas les citoyens de confession musulmane ne reconnaissent pas la représentation qui est organisée au niveau de la France, pour X raisons, vous les connaissez. Certains imams ne sont pas non plus reconnus. Enfin, en tout cas, ils ne se reconnaissent pas dans certains imams. Donc voilà, j'aurais bien aimé que vous nous éclairiez par rapport à cette représentation. Par rapport à cette représentation. Puis deuxième question, on a parlé du fait que la radicalisation, elle n'est plus maintenant liée à la fréquentation de certaines mosquées, mais il y a une relation directe entre la personne et puis les organisations qui poussent à la radicalisation, notamment par le biais des réseaux sociaux. Comment justement on touche ces jeunes, puisque ils sortent en fait du groupe, ils sortent de la cité en ayant cette relation directe par le biais des réseaux sociaux. Merci. Premièrement, d'abord,
le Conseil français du culte musulman est une instance représentative du culte musulman et pas de la communauté musulmane. C'est très important. Et comme vous le savez, c'est une équation impossible de représenter tout le monde ou de fédérer tout le monde. Même les éminents prophètes n'ont pas réussi à fédérer tout le monde. Bon, ça, c'est la diversité. Par contre, les valeurs de l'islam sont immuables. Et l'islam de France, c'est un islam qui respecte les lois de la République. C'est un islam qui est tolérant et qui a toujours œuvré pour ce bien vivre ensemble. D'ailleurs, depuis la première immigration, depuis les premiers soldats qui sont morts pour la patrie et sont venus pour défendre cette identité française. Maintenant, comment on peut fédérer, ça ne serait-ce qu'un certain nombre de musulmans, je pense, c'est de donner au Conseil français des cultes musulmans son éclat. Son éclat, c'est-à-dire le doter d'un conseil religieux. Parce que même moi, en tant que qui procède à l'imama, je n'ai pas la prétention de procéder à l'exégèse des textes sacrés. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça relève de la compétence des éminents et des érudits savants. Vous savez, notre problème aujourd'hui, c'est cette absence d'autorité religieuse. Tout le monde fait son islam à sa sauce. Or, il n'y a qu'un seul islam. C'est l'islam de respect, l'islam de la tolérance. L'islam, c'est simplement qui respecte le milieu où les musulmans se retrouvent. Donc, ils s'y retrouvent. Et donc, je pense que doter l'instance du Conseil français du culte musulman par un conseil religieux, ou bien on peut dire Dar al-Fatwa, qui peut donner des fatwas, au lieu de chercher les fatwas de d'autres pays qui ne connaissent pas le contexte français, moi je préfère plutôt que avoir des ulémas issus de France, ou bien qui connaissent le contexte, ça ne serait-ce que le contexte français, pour pouvoir statuer et donner des réponses aux attentes théologiques de nos compatriotes de confession musulmane. Ça, c'est d'abord un des aspects, un des points. Deuxième chose, je pense qu'il faut que le Conseil français des cultes musulmans soit épargné tout simplement de l'ingérence externe, c'est-à-dire qu'on veut un conseil à part entière, vraiment ancré dans le milieu et dans les attentes de la communauté musulmane, et qu'on soit épargné aussi de quelques acharnements politiques au sein de cette instance. On est là pour servir le culte musulman et nos compatriotes musulmans de France, donc il faut qu'on reste dans ce cadre-là et assurer une pérennité à cette instance pour qu'il continue à œuvrer, à remplir pleinement son rôle, à savoir théologique et religieux. Voyez. Deuxième point, le recrutement. C'est vrai que le recrutement aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai cité un certain nombre de pistes, on peut dire d'aspects, de processus. Moi, je pense qu'il faut traiter le problème dès le départ. C'est que l'école républicaine, et là je me pose une question, comment ça se fait que l'école républicaine, ou que nos jeunes qui se sont passés par les bancs de l'école de la République, et puissent tomber dans la radicalisation par des sites internet, alors que ce sont des jeunes qui sont de bac plus 4, ou bien même moins, première, terminale, et même, il y a même des bacheliers, des ingénieurs qui tombent malheureusement dans les filets de la radicalisation. Là aussi la question se pose. Est-ce que parce que peut-être qu'aussi on n'a pas su expliquer, former nos jeunes sur connaître d'abord la religion musulmane, parce que le terreau, malheureusement fertile, ou le terreau de la radicalisation, c'est l'ignorance. Et quand on ignore l'autre, ou bien quand on est en crise, on est preneur. Quand on est malade, on prend n'importe quel médicament dans l'espoir de retrouver la guérison. Et bien c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ces réseaux djihadistes sont financés. Ils sont financés par l'extérieur. Donc, je pense qu'en répondant parfois à moyennement financier et d'autres, des jeunes tombent malheureusement dans cette radicalisation
et se font endoctriner. Je pense là aussi, il y a moyen de travailler, à savoir d'abord, nos jeunes, dès leur jeune âge, il faut qu'on travaille avec eux sur cette identité musulmane qui n'est pas contradictoire à cette identité citoyenne et française. Ça, c'est très important parce que l'islam, il n'est pas anti-républicain. L'islam s'inscrit dans la République et je pense que c'est là où l'école doit remplir son rôle de formation et aussi d'instruction. Il faut ajouter aussi que le rôle aussi des lieux de culte, les mosquées, les imams, les familles, il y a un certain nombre de parents qui sont démissionnaires, la délinquance, et on n'a pas arrêté de le dire dans les mosquées, que les parents doivent accompagner leurs jeunes et surtout surveiller leur entourage, avec qui ils fréquentent, leur fréquentation. Et là, je pense que ce sont des b.a.-ba de l'éducation. Je pense là aussi, il y a matière de réflexion pour pouvoir travailler avec tous les réseaux, sociétaux, qui peuvent accompagner ces nouveaux parents, ou bien les jeunes parents, même les anciens parents qui présentent cette carence, à les aider à accompagner et suivre leurs jeunes, commençant par le cursus scolaire, familial, des activités culturelles, sportives. Voilà, je pense que ce sont des pistes qui peuvent nous aider à préserver nos jeunes de tomber dans la radicalisation et dans l'endoctrinement. J'espère que j'ai répondu à vos questions, madame. Merci, monsieur Sébastien Pietrasanta. Oui, merci. Je voulais vous interroger plus spécifiquement sur la question des prisons, parce que vous êtes également aumônier de la prison de Rennes. Je voulais savoir un petit peu comment vous arriviez à rentrer en contact avec les détenus les plus radicaux. Parce qu'on sait très bien que ceux qui sont les plus radicaux refusent en général la présence d'aumôniers musulmans. Et est-ce que vous avez une expérience particulière en la matière là-dessus? D'abord, c'est... Pour compléter ma question, si vous arrivez à être en relation avec ces aumôniers, avec ces détenus les plus radicaux, est-ce que vous avez des expériences, est-ce que vous avez des expériences réussies de, entre guillemets, déradicalisation? Cette occasion, je tiens à saluer le travail des aumôniers et des femmes aumôniers aussi dans les prisons. Je salue à cette occasion aussi la direction de la prison de Vezin, à Rennes. Moi, personnellement, j'ai eu une expérience modeste, mais je crois une chose. La clé de la réussite dans n'importe quelle mission, c'est la sincérité. Être sincère. Être sincère et aussi être intègre. Ce que je fais dans la prison de Vezin, à Rennes, d'abord, je procède en 2 temps. Le premier temps, c'est gagner d'abord la confiance du détenu, répondre à ses attentes. Vous savez bien qu'on est à la bonne volonté, à la merci de la bonne volonté du détenu. S'il n'accepte pas de me recevoir, je ne pourrai pas lui imposer ma présence. Mais je pense, commençons par d'abord des repas à l'occasion des fêtes religieuses. On arrive petit à petit à rentrer en contact avec des détenus pour pouvoir leur expliquer un petit peu notre démarche, et que notre démarche est une démarche purement théologique. L'écoute, l'accompagnement, l'apaisement, et aussi lui apporter un certain réconfort. Ça, c'est très important. Une fois qu'on a gagné la confiance, tout il peut y aller en bien. C'est comme d'ailleurs dans l'enseignement, la plus dure mission d'un enseignant, c'est de gagner la confiance de ces jeunes, d'être juste. Quand on est injuste, ou quand on n'aime pas son travail, les jeunes, vite fait, sont conscients et ils sentent ça. Je pense que c'est très important, d'où l'intérêt de la formation et d'où l'intérêt aussi de l'approche personnelle et humaine. Jusque maintenant, les jeunes qui sont vraiment dans des quartiers d'isolement, j'ai toujours été bien accueilli et franchement,
il y avait toujours des échanges vraiment intéressants, à savoir, on parle d'abord du quotidien, on parle un peu de quelques questions théologiques, et on essaye un petit peu de les interpeller par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et jusqu'à aujourd'hui, avec la collaboration avec l'administration pénitentiaire, on a toujours réussi à apaiser. On est toujours dans l'apaisement, on est là dans la discussion. Et la déradicalisation, je n'ai pas de formule magique, mais je pense que une des formules, c'est que d'abord promouvoir la connaissance, la vraie connaissance de la religion. Et donc ça peut se passer par le contact, par l'explication, par le rappel, par le rappel des finalités de la religion. Qu'est-ce qu'on attend d'une religion? C'est la paix, c'est l'amour. Et là, je me réfère à la lettre de Saint Jean qui dit que celui qui n'aime pas son frère qu'il le voit, il est incapable d'aimer son Dieu qu'il ne le voit pas. Donc je pense là aussi, il faut qu'on démarre par cette approche d'amour et aussi d'écoute. Je pense que c'est très important. Après, bien sûr, il y a une formation théologique qu'il faut qu'on apporte à chaque fois aux réponses et aux différentes attentes de nos jeunes. Bien, merci. Quelques remarques, quelques questions qui en découlent. Vous nous avez dressé un diagnostic et émis des propositions, mais je voudrais que vous puissiez nous exprimer, selon vous, quelle est la responsabilité des organisations qui régissent le culte musulman aujourd'hui face à l'évolution de cette situation. On constate dans notre pays, depuis plusieurs années, bien avant les événements tragiques qui l'ont frappé, une montée de la radicalisation. Ce n'est pas un phénomène récent, mais c'est un phénomène dont l'ampleur s'est considérablement accentuée. Et c'est vrai que l'action contre cette radicalisation, en tout cas vue de l'extérieur, de la part des autorités qui régissent, avec les faiblesses que l'on connaît malheureusement, et vous n'en êtes pas responsable, le culte musulman, ont pu apparaître assez faibles. Voilà. On a entendu les discours qui ont été émis après le 7 janvier, d'une grande force, et je les salue. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une carence et donc une responsabilité un peu de ceux qui ont en charge de porter une parole pour le culte musulman et d'être un peu absents dans cette dénonciation de la radicalisation? Est-ce qu'il n'y a pas une forme un peu de déni, j'ose pas utiliser des mots plus forts, mais voire qu'on ne regarde pas, de lâcheté par rapport à ça, de crainte peut-être, de peur? On sait qu'il y a des pressions, qu'il y a des violences. Donc, première question, comment vous concevez cette responsabilité aujourd'hui pour dénoncer cette situation? Quelle peut être d'ailleurs l'action de ces autorités, des imams, des aumôniers, pour signaler ces signaux de radicalisation qui peuvent être pour notre pays, pour notre société, pour nos libertés, un danger? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette responsabilité aujourd'hui, je dirais, de faire un grand ménage à l'égard de ceux qui émettent ces signaux de radicalisation? Vous avez évoqué tout à l'heure dans les pistes, et elles étaient intéressantes, vous avez dit qu'il faudrait pouvoir promouvoir des imams francophones. Donc ça veut dire, contrario, en tout cas, est-ce que c'est une interprétation de ma part ou est-ce que c'est votre analyse, d'interdire, proscrire le fait de prêcher dans une langue étrangère, ce qui paraît être aussi un point important. Et comment également pouvoir exprimer une sanction, une exclusion, une excommunication, je ne sais pas, pour utiliser un terme religieux, de ceux qui aujourd'hui dérapent et utilisent le chemin de la violence. Voilà quelques réflexions et quelques questions. Monsieur le Président, d'abord,
les instances musulmanes, certes, tout le monde est responsable, mais on ne peut pas dire que toute la responsabilité va tomber que sur les instances musulmanes, vu que, d'abord, le Conseil français du culte musulman n'est pas doté d'un certain nombre de moyens. Vous savez qu'il est novice. On connaît un peu l'historique du Conseil français du culte musulman, mais il est indispensable. Je pense que quand même, je salue le travail qui a été mené par le Conseil français du culte musulman jusqu'à aujourd'hui, face à des attentes et face aussi à des défis. Les instances et aussi les composantes du Conseil français du culte musulman ont toujours œuvré pour l'épanouissement de la communauté musulmane. Et que aucune composante n'est dans le déni ou bien dans la lâcheté. Au contraire, on était toujours solidaire avec notre peuple français, avec nos valeurs républicaines, et on est pleinement intègre avec les lois de la République. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je trouve quand même que le Conseil français du culte musulman n'était pas toujours consulté. Il y avait un certain nombre de lois et de prérogatives que nous, on a subi. Et donc, on ne nous a pas entendus, ou bien on n'était pas carrément dans la concertation. Et là, je pense qu'il faut rendre au Conseil français du culte musulman, en matière de culte, sa place légitime, parce que nous sommes des élus. Après tout, on ne sait pas des gens qui sont nommés, on est élus par les représentants des lieux de culte. Donc, il est important qu'on soit entendu, écouté, et qu'on est dans cette démarche de dissertation. Les imams ont toujours, bien entendu, travaillé le ménage vis-à-vis de la radicalisation. Je pense que pour pouvoir demander des comptes, il faut d'abord donner les moyens. Et je pense que tout le monde sait, malheureusement aujourd'hui, les statuts des aumôniers et des imams, c'est un statut qui est précaire, à savoir, d'abord, ils n'ont pas de statut vraiment à part entière. Ce sont des gens qui sont la plupart bénévoles ou bien tout simplement ils reçoivent des défraiements de leurs actes, voire rien. Et je pense avec ce mode de travail, on ne pourra pas, il y a même des aumôniers qui n'ont pas de retraite. Donc, on est plus préoccupé dans cet ajustement administratif que par le travail. Je pense qu'il faut doter l'aumônerie et les imams de moyens pour qu'on puisse, et le Conseil français du culte musulman à la tête, pour pouvoir assumer pleinement et trouver tout simplement une politique intègre et efficace. Deuxième point qui est en fait promouvoir les imams francophones. Quand je dis promouvoir, ça veut dire aider, faire la promotion. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas francophones, il ne faut pas les exclure, parce qu'il y a des bons imams que je connais qui ne sont pas francophones, qui font un travail formidable. Et mon expérience dans la mosquée où je prêche, où j'adhère, on a un imam qui est arabophone, qui commence à parler français, donc il faut l'accompagner. Quelqu'un qui connaît bien le milieu, mais on met à sa disposition un traducteur, c'est-à-dire quelqu'un qui traduit, tout en accompagnant l'imam qui apprend petit à petit le français, et ça va venir. En tout cas, il y a quand même une approche personnelle, et qu'il n'y a pas que la langue qui peut passer le message, il y a aussi le contenu, la personnalité de l'imam. C'est très important. Et donc, je pense qu'il faut accompagner ces imams qui sont désireux d'apprendre la langue de Molière, les aider pour, à côté de ce bagage théologique, il y a aussi le moyen linguistique. Et là, on peut les aider, on peut ouvrir des horizons, soit avec les mairies, soit avec d'autres centres de formation, pour qu'ils apprennent davantage, ou bien au moins une formation accélérée de la langue française. Et je pense que tous les imams que je connais sont tous désireux d'apprendre le français. Personne ne refuse, au contraire, ils sont demandeurs. Mais malheureusement, on ne trouve pas toujours les moyens, soit que ces formations linguistiques sont payantes et que les associations musulmanes n'ont pas les moyens de payer à l'imam, en plus de son salaire, une formation, ou soit que tout simplement il n'y a pas de centre de formation pour les imams. Dès qu'on entend imam, voilà, ça relève du culte,
Et voilà, monsieur, on s'inscrit dans une démarche culturelle plutôt que cultuelle. Je pense qu'il faut ouvrir, on a besoin de tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, on a autour de 2500, 3000 mosquées, il nous faut le double. Donc, on est en carence. Alors, mon discours ne va pas vers éliminer, voire diminuer le nombre d'imams. C'est au contraire, c'est d'avoir davantage d'imams, mais d'imams de France qui connaissent le contexte et qui maîtrisent parfaitement les deux langues, parce que le culte, les textes scripturaires, c'est en arabe, mais la langue française, traduire, c'est trahir, mais au moins, ça ne serait-ce qu'on peut passer le message en connaissant la langue pour faire un résumé approfondi pour nos jeunes francophones qui ne parlent pas la langue arabe. Qu'est-ce qu'on fait devant le dérapage de ces jeunes qui sont dans la radicalité ou la radicalisation? Je pense que l'approche sécuritaire n'est pas suffisante. À force de jouer toujours sécurité, on n'y arrivera pas. Il faut, je pense, que faire les deux. La sécurité est très importante et chacun assume son rôle. Nous, en tant qu'imam, en tant qu'aumônier, on n'est pas dans cette approche de la sécurité proprement dit, mais on est dans la sécurité du credo, de la croyance de nos jeunes. Donc on travaille autrement, mais la main dans la main, tous les personnels, tous les acteurs, pouvoir public, la police, la justice, les différents ministères et aussi le Conseil français de culte musulman, on peut travailler ensemble pour élaborer un programme d'accompagnement, un programme de sensibilisation. Et je pense qu'il faut, là où il faut être pédagogue pour contrer ce fléau de la radicalisation. Un jeune, quand il fait une erreur, si à chaque fois il fait une erreur, il paye, il est sanctionné à certains moments, on le connaît dans l'enseignement, ça ne fait plus rien. Donc on perd d'efficacité. Je pense qu'on est dans... il faut qu'on revoie notre façon de traiter les problèmes face à ces jeunes qui tombent dans la radicalisation et savoir quelles sont les raisons pour pouvoir trouver un traitement efficace et enraciné. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Je vous remercie infiniment de votre écoute. On sait que quand on est enseignant, au bout de 20 minutes, les élèves dorment. Donc j'espère que je n'étais pas très redondant. Et on essaye d'apporter d'autres éléments de réponse. Je suis ravi aujourd'hui de servir la République et vive la République, vive la France. Pour cette belle conclusion.